Donc à New York, ça s'est passé comment? Vous êtes resté quelques mois. Puis, comment est-ce que ça a pris aux États-Unis? Pourquoi ça n'a pas pris en France et pourquoi ça a pris tout à coup aux États-Unis? Parce que c'est tout un concours de circonstances. D'abord, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer très vite tous les artistes, vraiment les acteurs principaux dans le milieu de l'art, grâce à une dame qui parlait très bien le français, qui a fait une partie pour moi et qui a invité aussi bien Léo Castelli que Virginia Douane, que tous les artistes comme Warhol et Lichtenstein et tous ces gens-là. Ces gens-là je suis devenu assez ami avec eux très rapidement, malgré la pauvreté de mon anglais, mais sur lequel je travaillais beaucoup. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai passé 2 mois la première fois. Puis à la fin de l'année 66, je suis retourné avec l'intention de rester, c'est ce que j'ai fait, et depuis 67, on va dire, j'ai un loft, j'ai toujours habité à New York. Et là, il s'est produit que je me suis mis à travailler, j'ai commencé à faire ces fameux tableaux avec des diagrammes de mathématiques qui utilisaient le langage, qui étaient d'une certaine radicalité, on doit dire aussi, et qui ont été quelque part acceptés très rapidement dans le contexte de l'art conceptuel. Grâce à ça, je me souviens avoir téléphoné un jour, j'étais dans le quartier de Broadway à la 8e Street et je savais que Lucy Lippard était la grande critique d'art qu'il fallait convaincre, et je me souviens encore l'avoir appelé: allô Bernard, venez ici, je voudrais vous parler, j'aimerais vous montrer ce que... Elle est venue me voir, elle était encore jeune à l'époque, parce qu'on était tous jeunes. Elle est venue me voir, elle a vu mes tableaux, et par bonheur, elle m'a mis dans un article très important qu'elle a écrit dans Art International, qui s'appelait La dématérialisation de l'objet d'art. Et je me suis retrouvé là avec Donald Judd, Flavin, et puis aussi des artistes de l'art conceptuel, Robert Barry, Kossuth et les autres, et ça a été une espèce de push pour moi, comme ça, d'autant plus que ça a été suivi très rapidement par un autre livre qu'elle a sorti. Aussitôt, on m'a invité dans des expositions chez Léo Castelli, chez Virginia Douane, chez Paula Cooper, en 68 déjà. Vous voyez, il m'a fallu 1 an de difficulté. Puis en 68, financièrement, je m'en sortais toujours pas. Mais disons que je sentais que ça y est, j'étais dans la bonne voie. Je devenais ami avec Sol Lewitt, très ami intime d'ailleurs, avec Donald Judd, avec Carl André, avec tous les autres, Smithson et tous ces artistes-là. Je les ai tout de suite très bien connus. Et cette ambiance et le fait que j'étais avec eux me portait un petit peu et je me suis retrouvé dans la bonne direction, en tout cas. Dans la bonne... Vous avez 10 ans de célébrité, de carrière, de bonne carrière, et puis tout à coup vous arrêtez. Et c'était un but de vous arrêter. C'était prévu. Hein. J'avais fait un programme de travail, parce que je voulais travailler comme une espèce d'ingénieur. Je voulais pas, voyez, suivant mes humeurs, faire certaines choses ou quoi. Alors j'avais fait un programme de travail et il était prévu qu'à la fin 70, je m'arrêterais. Alors j'avais dit que j'allais travailler sur telle et telle discipline, la bourse, la météorologie, les sciences, la physique nucléaire, l'astrophysique, les mathématiques, ainsi de suite, et en allant de plus en plus vers l'abstrait. Et donc en 70, j'ai arrêté comme c'était prévu, mais aussi parce que j'étais allé dans une voie tellement rationnelle, tellement extrême, qu'il n'y avait pas lieu de faire intervenir des éléments subjectifs. J'allais pas continuer à dire tiens, peut-être que je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça. Non, on arrêtait. Voilà, c'était un travail, j'avais fait mon œuvre et je l'arrêtais. Et je l'arrêtais pour toujours. Il n'était pas question que je recommence. Si quelqu'un, je disais d'ailleurs aux gens, je leur disais, si un jour je recommence à faire des œuvres d'art, ne vous intéressez pas à ce que je ferai. Je ne peux pas faire quelque chose d'intéressant parce que là j'ai fait vraiment ce que j'étais capable de faire. J'oubliais que ma personnalité, ma culture, que tout ça allait évoluer, que je pouvais tout remettre en question. Bien sûr. Donc il y a 6 ans d'enseignement un peu partout, je crois, à la Sorbonne. Non, j'ai enseigné que 2 ans parce que j'ai pas une passion pour l'enseignement. Autant j'aime bien faire des conférences parce que je maîtrise bien le sujet. Donc après, il y a quand même le travail d'artiste qui vous démange. Lorsque j'ai eu envie de recommencer, j'ai peint pendant à peu près 6 mois sans montrer aux gens ce que je faisais. Voilà, je me cachais complètement. Donc j'ai caché jusqu'au jour où Jan van der Mark, qui était le directeur du musée de Detroit à ce moment-là, peut-être à Chicago, il était encore à Chicago, je ne sais plus. En tout cas, il était un des commissaires à la Documenta. C'était donc en 77, quelques semaines et mois après que j'ai recommencé. Il est venu me voir et je lui ai dit, écoute Yann, on était très proches, très très amis. Je lui ai dit, écoute Yann, il faut que je te montre un truc, il n'y a personne qui a vu, personne qui est au courant, et je lui ai montré mes tableaux. Et il les a trouvés suffisamment intéressants pour, bien sûr, m'inviter à la Biennale à la Documenta de Cassel. Si on parle de ce travail, c'est le travail sur ce que vous appelez la ligne indéterminée. Alors, pas encore. Là, ce sont encore des tableaux qui représentent des angles, des arcs et des lignes droites qui sont des cordes qui sous-tendent des arcs, mais des tableaux qui sont peints sur toile, donc, juste avant la période qui a suivi et qui commence en 78, à mon avis, où je prends, dans ma mémoire plutôt,
où je reprends les mêmes sujets, mais cette fois-ci j'enlève le support de la toile et je mets directement ces arcs, ces angles et ces lignes droites sur le mur comme des reliefs en bois qui sont recouverts de graphite et qui sont comme des traits directement faits sur le mur. Voilà. Vous passez doucement vers la troisième dimension. Voilà, alors ce qui va se passer, c'est la ligne indéterminée que vous mentionniez tout à l'heure. Alors je fais donc des lignes droites, des courbes, ce sont des arcs, des lignes brisées, ce sont des angles, et puis toujours motivé par ce désir d'avancer, d'aller au-delà de ce que j'ai produit, de ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, je me dis un jour, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant, et parce qu'il semblerait maintenant que tout à coup je travaille sur le thème de la ligne, et je me dis, il y a une seule variation possible, c'est une ligne indéterminée, donc une ligne qui ne serait pas déterminée mathématiquement, c'est pourquoi je l'appelle indéterminée. Et c'est une ligne qui serait libre, mais tout à coup j'hésite parce que tout mon travail a été mathématique, géométrique, très rigoureux, et je ne prends pas des libertés. À l'encontre du travail tout précédent. Tout à fait. Alors j'hésite un petit peu, et je me rappelle, je fais la première ligne comme ça, je la mets sur le mur, je la regarde. Le jour où j'ai fait des lignes indéterminées qui se sont superposées comme ça, où il y a eu tout à coup l'épaisseur, eh bien, j'ai vu la possibilité de rentrer vraiment dans l'espace tridimensionnel et de faire de la sculpture. Et donc, je me rappelle, j'ai pris des morceaux d'aluminium comme ça que j'avais trouvé sur Canal Street. Et je suis venu à la maison, je les ai tordus, je les ai posés sur la table, je les ai photographiés. Puis après, je me souviens, j'ai pris une grande page comme ça, et puis j'ai peint un ciel, et puis des arbres verts, et puis une pelouse. J'ai plié le papier, j'ai mis la sculpture, j'ai fait les photos, mais c'était pour moi, pour percevoir un tout petit peu à quoi ça ressemblerait en grand. Exactement. Et alors, fort de cette expérience, et puis assez content du résultat, j'ai fait des sculptures après qui étaient grandes comme ça. Je suis allé les poser dans la nature, j'ai fait des photos allongées par terre, et ça avait l'air de fonctionner. Tellement bien que les gens ont pensé que j'étais capable de faire des grandes pièces, et on m'a commandé des grandes pièces. Voilà. D'accord. Et c'est depuis vous travaillez dans les Vosges, vous faites vos pièces voilà, dans les Vosges. Voilà. Tout ça est arrivé parce que la ville d'Épinal voulait que je fasse une grande sculpture et je n'avais aucune expérience. Par bonheur, le directeur du musée, qui s'appelait Bernard Huin, avait un copain qui avait une petite entreprise de métal et il a organisé le rendez-vous et on s'est mis doucement à travailler comme ça. Et j'y vais toujours d'ailleurs, après 22 ans, je vais toujours là-bas.